En parcourant Internet pour surveiller le marché du travail, comme à mon habitude, je suis tombé sur un article très intéressant. Le titre ici dit que près de 4 employeurs sur 10 évitent d'embaucher des diplômés universitaires récents en faveur des travailleurs plus âgés. Et évidemment, cela a attiré mon attention car je trouve cela surprenant quand on regarde le pouls du lieu de travail, surtout pour les personnes qui sont plus âgées et qui sont un peu plus avancées dans leur carrière. Le thème sous-jacent est qu'ils ont l'impression que beaucoup de ces emplois, ils ne sont pas qualifiés parce qu'un diplômé universitaire récent ou quelqu'un qui est au début de sa carrière sera l'option la moins chère. Les entreprises licencient souvent des employés coûteux, pensant pouvoir les remplacer plus facilement par de jeunes diplômés universitaires. Alors, voir cet article qui dit exactement le contraire est une sorte de révélation. Maintenant, lorsque vous parlez à un diplômé universitaire, ils expriment également la même frustration en disant « Eh bien, je ne peux pas trouver un emploi. C'est un cercle vicieux. Vous ne pouvez pas décrocher un emploi sans expérience, mais vous ne pouvez pas acquérir d'expérience sans emploi. » C'est une sorte de cycle. Et donc, être un jeune diplômé est l'un des emplois les plus difficiles pour obtenir ce premier emploi, car vous devez convaincre un employeur que vous avez les compétences pour le faire. Et puis encore, pour le travailleur plus âgé, ils vivent exactement l'opposé, où vous pourriez vous vieillir, surtout pour un travailleur plus âgé. Vous trouverez souvent que si vous ne suivez pas le rythme des compétences, votre salaire est en quelque sorte, il y a une sorte de rendement décroissant où vous atteindrez un certain point dans votre carrière où vous ne pourrez plus continuer à monter dans les tranches de salaire, surtout si vous ne passez pas à une classification d'emploi complètement différente, comme entrer dans une carrière de leadership. Donc, quand je lisais cet article, il y a des choses qui m'ont vraiment marqué. Et l'une des choses intéressantes est de voir comment les diplômés universitaires, la jeune génération, sont perçus. Et spécifiquement, il parle dans cet article des diplômés universitaires de la génération Z qui ont du mal à s'intégrer dans le monde professionnel. Je pense que c'est là que les employeurs se sentent frustrés. Donc cette entreprise, il y a eu une enquête réalisée par cette entreprise et c'est via intelligent.com. En résumé, selon les principaux points que je vais vous lire, ils affirment que les travailleurs plus âgés se voient donc proposer de meilleurs salaires, ce qui n'est pas surprenant car ils ont plus de compétences, simplement parce qu'ils ont une expérience avérée. Ils offrent aux travailleurs âgés de meilleurs salaires et avantages, mais évitent d'embaucher la génération Z, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. Selon un sondage, 39% des employeurs ont admis éviter d'embaucher des diplômés universitaires pour des postes auxquels ils sont éligibles, préférant des candidats plus âgés. Ces employeurs sont prêts à mettre en œuvre une variété de tactiques pour éviter de travailler avec des diplômés universitaires récents, y compris offrir plus d'avantages pour attirer des travailleurs plus âgés, payer des salaires plus élevés et offrir du travail à distance et hybride afin d'embaucher un employeur plus âgé qui est surqualifié pour un poste, au lieu d'embaucher quelqu'un de plus jeune. Encore une fois, c'est là que semble se situer la déconnexion pour moi. C'est que dans mon expérience en regardant les personnes qui sont sur le marché du travail, elles ne voient pas nécessairement cela comme vrai. Ils ont l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises prêtes à embaucher des personnes plus âgées pour des postes de contributeurs individuels ou traditionnellement de niveau débutant. Mais les chiffres suggèrent exactement le contraire, que les actions, encore une fois, que les employeurs sont prêts à prendre pour essayer de contourner l'embauche de ces rôles de niveau débutant. Et en lisant plus loin, certaines des raisons qu'ils donnent, c'est qu'un employeur sur 5 dit que lorsqu'il s'agit d'entretien d'embauche, il trouve que les diplômés universitaires sont totalement mal préparés. Et je dirais que c'est probablement assez vrai. Et je ne pense pas nécessairement que c'est une question de génération, plus que je pense que c'est un problème de collège ou d'université où ils ne donnent tout simplement pas aux gens la préparation adéquate pour réussir à entrer dans une carrière. Il y a très peu de préparation à l'entretien, comment rédiger un 105 réellement efficace. Certains des 105 que j'ai vus de personnes débutantes, et c'est vraiment assez basique. Et je ne pense pas que ces centres de services de carrière, aussi bien qu'ils essaient d'aider comme votre centre de service d'emploi dans les universités que vous pourriez fréquenter, je pense qu'ils ont de bonnes intentions, mais je pense qu'il y a un décalage. Les personnes qui travaillent dans ces centres n'embauchent généralement pas de personnes ou n'ont jamais fait partie d'un processus d'embauche en entreprise. En d'autres termes, ils n'ont jamais passé d'entretien ni examiné de 105. Ils ne voient donc pas les choses du point de vue de l'employeur. Et on leur donne en quelque sorte cette expérience de base générique. Et beaucoup de ces diplômés universitaires qui entrent
sur le marché du travail et présentent leur 105, on a l'impression qu'ils ne sont pas préparés pour cela. Ils ne sont pas préparés à se vendre efficacement par rapport à leur groupe de pairs, en partie parce qu'ils n'ont pas l'expérience appropriée. Mais je pense aussi qu'ils ne sont pas vraiment sûrs de savoir comment se vendre. Contre, c'est presque comme si c'est la première fois qu'ils ont vraiment connu la concurrence, parce que, faut le dire, le marché du travail est une compétition. Vous êtes en concurrence avec la personne assise à côté de vous. Dans certains cas, vous êtes en concurrence avec d'autres personnes de votre classe pour les mêmes emplois convoités. C'est particulièrement vrai pour les rôles vraiment convoités chez les grands employeurs qui pourraient recruter votre université. Donc ils disent que ces employeurs disant qu'ils se présentent sans être capables de se présenter efficacement. 55% affirment avoir du mal à maintenir le contact visuel lors des entretiens. Brr. Et j'ai probablement vécu cela moi-même quand je parle à des personnes qui sont au début de leur carrière et proches du niveau d'entrée. Il y a une certaine difficulté à savoir comment vous vous présentez. Les recruteurs s'adressent généralement à la fois à des professionnels expérimentés et à de jeunes générations qui débutent leur carrière. Entrons sur le marché du travail. Donc, ils voient un peu les deux extrémités de cela. Et il est plus difficile de convaincre un employeur que vous êtes le meilleur choix pour le poste lorsque vous ne pouvez pas établir un bon contact visuel, lorsque vous ne pouvez pas vous présenter de manière claire et efficace, ce genre de choses. La deuxième chose majeure qu'ils disent, c'est que la génération de niveau d'entrée demande une rémunération déraisonnable par rapport au niveau de compétences qu'ils apportent. Et je pense que cela fait partie d'une attente. Peut-être est-ce une attente générationnelle où ils voient un certain niveau de rémunération payé sur le marché ouvert, et peut-être ne sont-ils pas pleinement conscients de la manière dont leurs compétences correspondent réellement à cela. Je pense que le marché du travail a aussi eu un impact, particulièrement en 2021, où les rémunérations ont fortement augmenté, car il y avait une enchère de guerre pour les talents, personnel insuffisant. Et donc je pense entrer sur le lieu de travail en attendant une rémunération équivalente à celle de quelqu'un qui travaille peut-être depuis 15 ou 20 ans. Cela est potentiellement un grand décalage avec les employeurs, et ils le disent. La tenue inappropriée est aussi une autre chose. Maintenant, cela va probablement dépendre davantage du type d'industrie. Donc si vous vous orientez vers un milieu technologique, peut-être que porter des vêtements moins habillés est probablement acceptable. Mais pour un entretien, il faut s'habiller de manière appropriée. C'est une sorte de chose liée à l'intelligence émotionnelle. C'est comme savoir comment agir ou comment se comporter dans les bons contextes au bon moment, et puis aller un peu plus loin en indiquant aussi qu'il y a l'utilisation d'un langage inapproprié. C'est presque comme c'est trop décontracté. Il y a une sorte de vous êtes un peu trop, comme j'ai eu des gens qui me disent en entretien comme hey bro et boss et des choses comme ça, et je l'admets, c'est un tournant quand vous entendez ce genre de langage. Ça donne l'impression d'être irrespectueux, et je pense que c'est ce que montrent ces données ici, et en accord avec le langage inapproprié. Vous avez aussi des employeurs qui rapportent qu'il y a beaucoup de gens, jusqu'à 20, on dirait 22% des gens qui refusent d'allumer leur caméra pendant un entretien virtuel, ce qui est un gros non-non. Si vous passez un entretien pour une entreprise et que c'est un entretien virtuel, c'est absolument une attente d'avoir votre caméra allumée. Et si vous refusez de l'allumer dans cet entretien virtuel, vous pouvez vraiment vous attendre à être certainement en retard par rapport à vos concurrents. Ils se présentent tous de manière professionnelle. Et si vous ne faites même pas ces choses, je peux voir que c'est le cas maintenant. Ce dernier point d'ailleurs est vraiment intéressant pour moi. Et c'est presque incroyable parce que cela semble être quelque chose que vous lisez simplement dans ces types d'enquêtes. Mais 20% des employeurs ont indiqué ou signalé qu'un interviewé a amené un parent à leur entretien. Et je ne peux même pas imaginer un cas où il serait acceptable d'amener votre parent à un entretien d'emploi. Et je vais être franchement honnête ici. Si quelqu'un amenait son parent à un entretien avec moi, je ne vous ferais pas avancer. Ce serait un grand non. C'est probablement une attente assez raisonnable. Si vous ne pouvez pas vous présenter et vous vendre sans l'aide d'un parent, vous devez probablement acquérir des compétences de vie essentielles car ils ne seront pas présents à vos côtés au travail. Et j'ai même entendu anecdotiquement, et je n'ai jamais vécu cela moi-même, mais j'ai entendu dire que des parents venaient et s'adressaient au manager après une évaluation de performance ou la personne n'obtenant pas l'augmentation méritée selon eux. Et évidemment, c'est un gros problème dans un environnement de travail professionnel. Vous devez être capable de vous défendre dans un cadre professionnel. Des résultats d'enquête très intéressants.
J'ai probablement vécu quelques-unes de ces expériences à l'époque où je recrutais, mais certaines ne me sont jamais arrivées. Je n'ai jamais eu quelqu'un refuser de passer devant la caméra pendant un entretien. Je n'ai certainement jamais eu quelqu'un qui a amené un parent à son entretien, mais j'ai connu le problème de la rémunération. C'est pourquoi il est important de connaître sa valeur et ce que l'on vaut et d'être raisonnable à ce sujet, car nous pouvons nous attribuer ce que nous pensons valoir, mais si le marché ne le demande tout simplement pas ou ne le soutient pas, alors vous savez que vous pouvez demander la lune. Il n'y a rien de mal à cela. Vous pourriez demander par exemple le double de la valeur ou du taux du marché pour vos services, mais vous ne devriez probablement pas vous attendre à recevoir trop d'offres d'emploi. Donc nous devons être raisonnables avec notre rémunération, surtout en fonction de l'expérience que nous avons et de la manière dont nos compétences sont directement liées aux emplois. De plus, 2 employeurs sur 3 affirment que les nouveaux diplômés universitaires ne parviennent pas à gérer leur charge de travail. En analysant les chiffres de plus près, on constate que 60% ou 61% disent qu'ils sont souvent en retard au travail. Ils rendent leurs devoirs en retard et ne s'habillent pas professionnellement. Ils fournissent un travail de mauvaise qualité, arrivent en retard aux réunions, utilisent un langage inapproprié, je suppose dans le cadre du travail, et sont difficiles à gérer et ne s'entendent pas avec leurs collègues. Il y a sans doute de nombreux drames au travail. Maintenant, vous pouvez voir que le bleu foncé est très vrai et que le bleu est un peu vrai. Je veux dire, il y a des tendances assez fortes ici en termes de ce que les employés disent des diplômés universitaires récents lorsqu'ils arrivent réellement sur le lieu de travail. Ils observent aussi que les jeunes diplômés universitaires se sentent en droit. 63% des employeurs disent qu'ils ont un sentiment de droit, qu'ils se sentent offensés beaucoup trop facilement, qu'ils sont mal préparés pour le lieu de travail, manquent de professionnalisme, ne réagissent pas bien aux commentaires, ont un problème d'éthique de travail. Il semble que cela s'accumule vraiment. Donc si vous êtes un Gen Z et que vous regardez ceci, ce n'est pas moi. Je ne fais que rapporter les données. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça, générationnellement. Tout le monde n'est pas comme ça. C'est une généralisation très large. Mais ce sont les données qui sont partagées à travers l'enquête. Mais il y a un problème de motivation. Il y a plus de coûts de formation, je suppose, parce qu'ils ont moins de compétences ou de mauvaises compétences en communication, manque de compétences techniques. La compétence technique s'acquiert au fil du temps pendant votre apprentissage. Progressez dans votre carrière. Donc celui-là pourrait être. Vous savez peut-être que celui-là n'est pas si juste. Cependant, c'est ce que disent les employeurs. Donc voici probablement la méthodologie 800 États-Unis. Managers, directeurs et cadres ont été interrogés en décembre de 2023. Et donc cela va être pour... Les emplois mentionnés semblent être de niveau professionnel, occupés par des cadres de direction, responsables RH, directeurs, propriétaires et autres cadres supérieurs et intermédiaires. Donc, lorsque nous prenons ces résultats de données d'enquête et que nous les extrapolons un peu plus, des pointes de données intéressants. Vous savez, il y a maintenant d'autres articles qui disent aussi que la génération Z déteste leurs emplois en entreprise, mais ce n'est peut-être pas aussi simple. Certainement, l'horaire de travail de 9 à 5 heures fait le buzz. Et il est bien connu que la génération Z repousse les limites pour s'éloigner d'un 9 à 5 traditionnel. Ce qui, vous savez, je pense qu'il y a eu nous avons été en déséquilibre en tant que société, surtout dans les générations plus âgées, où l'équilibre entre le travail et la vie personnelle a été un vrai problème, surtout dans les générations les plus âgées, où il y a cette sorte de... C'est comme ça, les générations les plus âgées ont ce besoin incessant de travailler, de trop travailler, vous savez, de ne vraiment pas avoir un bon équilibre. Et c'est un peu réprimé. Comme quand j'ai commencé à travailler, la plupart des personnes qui étaient les dirigeants seniors étaient, vous savez, tous de la génération du baby-boom. Et il y avait certainement un fort sens de l'éthique de travail, presque au point de ne pas être sain. Et je me souviens avoir été très frustré avec certains de mes dirigeants où j'avais l'impression que nous étions tenus à une norme qui n'était tout simplement pas saine et réaliste. Il y avait des moments où je me sentais réellement en insécurité. Comme je me souviens d'une fois où il neigeait, et là où je vivais, nous avions une tempête de neige et il tombait comme 2 ou 3 pieds de neige. La neige est tombée vers 17 heures, il faisait clair comme en plein jour. Il prévoyait de fermer les routes. Le département des transports a fermé toutes les routes, jugeant la conduite trop dangereuse. Mon patron disait que c'était comme si j'étais dans la tranchée et qu'il fallait tenir la ligne. Je n'étais pas autorisé à partir jusqu'à environ 16h30. Ils nous ont laissé partir une demi-heure plus tôt.
Mon trajet de retour a duré environ 3 heures et demie, et je progressais lentement et je serrais les dents tout le long de la route, pensant que je n'allais pas réussir à rentrer chez moi. C'est une question générationnelle et il y a une déconnexion, surtout au niveau de l'équilibre travail-vie personnelle. Et honnêtement, je pense que c'est une perspective saine à apporter sur le lieu de travail. Il pourrait aider à guérir cet aspect et nous mener vers un équilibre plus raisonnable. Ce que cet équilibre est reste à voir, mais certainement prendre des vacances, ne pas les reporter. Les gens ont ce besoin, et j'en ai été coupable moi-même, ressentir le besoin de reporter vos vacances afin d'avoir une réserve, vous pouvez la garder pour un jour de pluie. Cependant, cela ne mène qu'à l'épuisement professionnel. Et je pense que l'idée de raccourcir la semaine de travail, je suis certainement en faveur de cela. Aux États-Unis, nous sommes à la traîne par rapport au reste du monde concernant les congés payés et la déconnexion du travail. Je pense que cela pourrait vraiment nous être bénéfique pour avoir un équilibre plus sain ou une approche plus adaptée à la génération Z. Parallèlement, la génération Z affirme être plus stressée par ses finances que tout autre groupe d'âge. C'est donc une juxtaposition fascinante. Il y a un décalage entre la quantité de travail qu'ils veulent y faire et leur engagement sur le lieu de travail, mais ils sont également stressés par leurs économies. Donc c'est un peu comme s'ils étaient mutuellement exclusifs. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Il doit y avoir une sorte d'équilibre entre votre travail et votre vie, et à quel point vous vous engagez dans cet aspect de votre vie, et il y a une corrélation directe là. Vous savez, si vous ne travaillez pas dur, vous n'aurez probablement pas grand-chose à montrer pour cela, et vice-versa. Donc c'est très intéressant, il y a deux côtés à cette pièce ici, mais